Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Bertrand Diard, bonjour. Bonjour. Le premier investissement de votre vie, c'est quoi le vrai premier investissement? Alors, je pourrais avoir deux anecdotes en tout cas. Le premier, c'est celui qui m'a fait toucher du doigt quand j'étais à peine majeur la technologie, mais c'était le pire investissement de ma vie. C'était dans une action qui s'appelait Alcatel. Ah. À l'époque. En quelle année à peu près ça? Alors, ça devait être en 97-98. Et l'histoire m'a montré que c'était pas trivial, en tous les cas. L'investissement en bourse, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais été trader. Et puis après, le deuxième gros investissement que j'ai fait, c'était ma voiture. Et pareil, je pense que c'était pas ma première voiture. Je pense que c'était pas le meilleur investissement de ma vie à l'époque. Et je pense que nos générations ont un peu grandi là-dessus. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Bertrand Diard, entrepreneur, business angel. Vous êtes partenaire chez Serena Ventures également et vous êtes fin connaisseur de la tech avec un grand T. Et vous êtes aussi investisseur, donc je l'ai dit business angel, on en reparlera tout à l'heure de choses peut-être un peu plus fructueuses que ce que vous venez de nous raconter. Vous avez beaucoup voyagé, Bertrand Diard, dans la Silicon Valley notamment. Est-ce que cet endroit mérite tous les fantasmes, tous les mythes qu'on lui accole? Votre Silicon Valley, à vous, c'est quoi? Ma vision de la Silicon... Alors d'abord, moi, je me suis retrouvé dans la Silicon Valley. J'avais monté une société de technologie en France. Et pour exister dans la technologie, il fallait passer par là. Il fallait passer par la Silicon Valley. Et la réalité, qu'on en dise ce qu'on en veut, ou qu'on la regarde sous forme de mythe et qu'on tombe dans la réalité, la technologie, le poumon de la technologie particulièrement, c'était en 2007. Particulièrement à cette époque-là, c'était la Silicon Valley. Et pourquoi ? C'était un peu, alors moi qui adore la technologie, ce qui était assez canon, c'était un peu comme si vous mettiez au milieu d'Euro Disney. Tout le monde était là, l'écosystème était là. La Silicon Valley, à cette époque, c'est le Disneyland de la tech, en Exactement, gros. Ouais. C'est le Disneyland de la tech. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient en train d'émerger. Donc la même ferveur, le même enthousiasme. Google, les VC, les entrepreneurs. Et si on le regarde un peu plus froidement, quand on descend d'un cran, en fait, ce qui a été magique, c'est qu'ils ont rassemblé vraiment toutes les composantes d'un écosystème pour créer de l'innovation, créer des grandes transformations. D'abord par les universités, Berkeley, Stanford. Après par la localisation de la Californie, ça reste quand même assez sympa. Et puis ensuite avec l'écosystème des investisseurs, des repeat entrepreneurs, cette fameuse mafia PayPal qui s'imagine être un mythe, mais qui est une réalité. Tous ces VC qui avaient fait un peu les succès qui étaient en train de se construire. Et puis après, tout gravite autour. L'engineering, les avocats, tout ce qui va avec. Et beaucoup d'expatriés finalement, beaucoup de gens qui viennent partout dans le monde dans la technologie. Vous décrivez une sorte de monde un peu fabuleux où il y a toute la crème de la crème, en gros, de plein de métiers. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Là, vous dites en 2007, en 2023... La Silicon Valley, est-ce que c'est toujours la Silicon Valley? Alors, en fait, ça a beaucoup évolué. Après, c'est comme tout. Il y a eu pas mal de cycles, aux États-Unis en particulier, où tout va très vite, très haut, et puis retombe pas mal. Je pense que la Silicon Valley a souffert dernièrement de 2-3 facteurs, en particulier le facteur Covid. Paradoxalement, qui a vidé un peu la Silicon Valley, donné l'envie aux ingénieurs de se dire finalement je peux travailler à distance dans un cadre de vie qui coûte 4 fois moins cher que là où je suis aujourd'hui. Du télétravail, cette envie d'ailleurs et ce phénomène dont tout le monde parle, c'est vrai aussi dans ce milieu-là.
C'est vrai dans ce milieu-là, et c'est d'autant plus vain. Alors, une fois de plus, faut faire attention à tous les statements qu'on pose tout de suite, parce que oui, bien sûr. la vie évolue, et on s'aperçoit qu'en ce moment, justement, on est en train de faire revenir, les ingénieurs au bureau pour de multiples raisons qui sont respectables pour chacun des entrepreneurs. Mais ça a ouvert en tous les cas la faisabilité de finalement se retrouver dans un contexte, parce que tout ce Disneyland, enfin tout est cher dans Disneyland pour de vrai, tout était cher dans la Silicon Valley. Ça a ouvert d'autres opportunités pour les ingénieurs de voir qu'il y avait une autre façon de travailler et potentiellement un autre contexte dans lequel on pouvait se poser, avec un territoire, les États-Unis, qui est quand même un territoire assez beau au demeurant. Il y a plein d'autres régions assez canons, quoi. On en a déjà parlé, le Disneyland de la tech. Vous, votre fascination, Bertrand Diard, pour la tech, elle naît quand ? À quel moment ? Quand vous êtes tout petit ? Quand vous êtes ado ? Ouais, alors elle naît un peu plus tard, en fait. Elle naît dans les années 2000. Moi, alors, c'est peut-être ma barbe qui va me trahir. J'ai pas 25 ans. Elle naît dans les années 2000, où en fait, un peu avant 2099, j'ai fait partie de cette bulle Internet, et à ce moment-là, j'ai très très vite compris, pourtant j'étais sorti de mes études et plutôt rentré dans une carrière assez traditionnelle, j'ai très très vite compris que l'Internet et la technologie allaient être transformatives. Et à l'époque, il n'y avait que ça, il n'y avait que Internet pour vraiment faire des très grosses transformations. Donc j'ai monté une première boîte à cette époque-là, qui n'était pas très successful, mais ça m'a juste donné l'envie de me dire, ok, si je dois réfléchir dans le futur, qu'est-ce qui va être transformatif ? Donc il y avait plein d'autres domaines, la médecine, des domaines qui sont tout autant transformatifs, mais la technologie permettait assez facilement, par rapport à je construis une nouvelle voiture, il faut que j'ai une usine, de la supply, des fournisseurs, etc., de se dire assez rapidement, on peut quand même transformer et changer un peu le monde en termes d'usage et en termes de vie au quotidien, quoi. Et vous faites partie des rares Français à avoir fait l'IPO de votre boîte aux États-Unis, justement. 2016, ouais. 2016, ce qui est rare. On est quelques-uns. Oui. Je pense qu'on se compte à peu près tous sur les doigts de la main. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait à faire l'IPO de sa boîte aux États-Unis par rapport à alors il y a deux sujets. Il y a deux sujets dans le sujet. Le premier sujet, c'est que le niveau de maturité d'innovation et de technologie en France est quand même un peu en décalage par rapport à ce qu'on peut voir dans les US. En décalage. J'apporte ça parce que objectivement, on a plein de très belles ressources et d'atouts. Donc en fait, moi je suis arrivé très tôt, juste pour vous donner un ordre d'idée. Quand j'ai levé des fonds en 2006 en France, l'investissement total c'était à peu près 350 millions dans le monde de la technologie, des startups, ce qu'on appelle l'investissement à risque. Et l'année dernière, c'était 13,2 milliards. Donc, c'est pour vous donner le niveau de maturité qui était différent. Donc, moi, j'ai grandi dans cette époque-là. J'ai grandi avec un constat qui était hyper simple. Chaque boîte de technologie, si elle veut exister, être leader mondial, elle doit exister au travers des États-Unis, et spécifiquement à cette époque-là, la Silicon Valley. C'est un peu moins vrai maintenant. On en parlait, c'est plus comme avant. Et puis maintenant, il y a deux hubs, New York et la Vallée. Et après, une fois qu'on a dit ça, en fait, quand on s'est posé la question de savoir sur quel marché on s'introduisait, du fait qu'il y ait quand même un décalage dans les niveaux de maturité, en fait, en Europe, ma société est toujours restée française. Donc j'ai coté une boîte française sur le marché américain. En Europe, en fait, les marchés boursiers sont moins éduqués. C'est un de nos grands challenges du futur, d'ailleurs. C'est d'arriver à amener assez de sociétés avec des fondamentaux forts pour élever le niveau de maturité des marchés publics, qui est le dernier maillon de la chaîne d'un cycle d'investissement, finalement, quoi. Bertrand Diard, le temps passe vite, il nous reste à peine 5 minutes. J'ai dit en préambule, vous êtes un investisseur, vous investissez beaucoup d'argent dans les startups. Vos règles à vous, vos règles personnelles pour investir, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous décide ? Qu'est-ce qui vous motive ? Quand vous décidez de sortir le portefeuille, qu'est-ce qui vous plaît ? Alors, nous, on a un ADN un peu différent. Donc déjà, moi, j'ai fait le parcours, donc je connais la complexité de ce parcours-là. Et vous investissez en connaissance de cause.
Voilà, disons que j'ai vu que le parcours n'était pas un long fleuve tranquille. Donc les hommes sont assez fondamentaux. Et après, je pense que si notre thèse technologique est assez forte et qui est d'ailleurs, pour rien vous cacher, un peu instigée par ce que j'ai pu voir dans la Silicon Valley, et plutôt sur des couches basses. Donc tout le monde connaît Blablacar, mais personne ne sait que Blablacar, ça tourne avec des bases de données MySQL, du Snowflake, et ça c'est bon pour toutes les entreprises. Nous, on est plutôt dans ces couches-là, les couches d'infrastructure. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte du mythe Instagram, où ça va se vendre des milliards alors qu'on ne sait pas encore la vraie valeur. En fait, nous, on investit vraiment avec des fondamentaux forts. Il faut vraiment avoir l'ambition de créer des transformations, qu'elles soient globales, qu'elles soient importantes, et ça, c'est notre play. Donc ça, plus les hommes, ça réussit. Vous investissez uniquement dans des projets dont vous êtes certain, à titre personnel, qui vont changer le monde, entre guillemets, même si c'est un peu cliché de dire ça, non, et qui sont drivés par des êtres humains en qui vous avez confiance, en gros, et qui vous et des êtres humains qui ont surtout j'allais dire le mindset, je fais plein d'anglicismes, mais le mindset de se dire, ça va pas être un long fleuve tranquille, et d'ailleurs, dans tous les effets de bulle, et celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en fait, c'est maintenant, Buffett disait, c'est quand la marée descend qu'on voit ceux qui ont un slip, quoi. C'est dur. Être entrepreneur, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Et pour quelle raison vous y allez pas, alors ? Voilà, vous rencontrez quelqu'un, on vous pitch un projet, vous vous dites pourquoi pas, et puis in fine, non. C'est une bonne question. Alors, en fait, j'y vais pas parce que... c'est de l'humain ou... Pas tout le temps, non, pas forcément. Il y a des très très bons entrepreneurs qui se retrouvent parfois sur des marchés sur lesquels ils vont être étriqués. Et vous pouvez être le meilleur entrepreneur sur un marché qui est un peu étriqué, c'est pas possible de réussir, quoi. Donc non, c'est pas vraiment le sujet, c'est vraiment une combinatoire de est-ce qu'on a de l'ambition, est-ce qu'on a un marché qui est très profond, et est-ce qu'on a des humains en face de nous qui ont conscience de cette ambition qu'ils vont avoir dans les mains, que ça va pas se faire simplement, mais que ça va se faire et qu'on va faire des grandes choses. Et vous dites que vous connaissez par cœur le parcours, parce que vous êtes, avant d'être investisseur, vous êtes entrepreneur. Par cœur. Mais vous connaissez bien le parcours. Est-ce que vous êtes aussi, vous enfilez votre costume de mentor parfois ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Est-ce que vous transmettez, disons, votre expérience à des jeunes ? Ouais. Alors, des plus vieux, d'ailleurs. Merci. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, c'est une partie de la valeur ajoutée. Il faut faire attention avec cette notion de mentor. Je trouve que c'est toujours un peu galvaudé. Mais bon, d'abord, chaque histoire ne se ressemble pas. Et la seule bonne histoire, c'est celle où on va savoir se poser les bonnes questions au bon moment et tacler tous les sujets. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas faire de pareil. La seule chose, c'est quand on se jette dans l'eau pour la première fois, c'est toujours la première fois. Quand on a déjà fait plusieurs longueurs dans la piscine, on commence à mieux appréhender l'eau. Et nous, c'est un peu ça. On a eu la chance et l'opportunité de pouvoir vivre ces différentes étapes, et on se dit qu'à un moment, cette maturité et cette chance qu'on a eue, on peut la remettre au service, en fait, des ambitions et des projets d'un certain nombre d'entrepreneurs. Moi, j'ai eu la chance, en plus, dans mon board, d'être accompagné par des très grands entrepreneurs. Ça m'a fait gagner des dizaines d'années, quoi. Je suis un peu l'escargot devant le sucre d'orge. En se disant il faut absolument essayer de rester à sa place et en même temps donner l'opportunité. Et savoir bien s'entourer. Il nous reste un peu moins d'une minute, Bertrand Diard. Est-ce qu'il y a une boîte dans laquelle vous auriez bien aimé investir ? Parce que parfois voilà, parfois on... Ouais. Alors j'ai des regrets. Peut-être. J'ai des regrets plusieurs fois. Les plus grands regrets, j'aurais pu être j'ai été invité à participer potentiellement à une boîte d'une société qui s'appelle Databricks. J'ai plus sa market cap en tête, mais je crois que c'est des dizaines de milliards maintenant. Donc, mais une fois de plus, il ne faut jamais regretter. D'abord, il faut assumer ses décisions. Et puis, c'est de l'expérience pour essayer de comprendre pourquoi on ne l'a pas fait. Et puis, faire la prochaine. Et puis l'instinct est jamais 100% fiable, on le sait bien, Bertrand. Ça serait sinon. Diard, entrepreneur, business angel, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. Merci pour votre temps, à bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.